Yassar Bayarlag, l'homme avec qui Maliya Bayarlag avait autrefois vécu, était mort. Il avait été tué à côté de Maliya, 15 ans plus tôt, dans un attentat contre un autobus. Maliya avait surmonté l'épreuve sur le plan physique, mais son esprit avait été à jamais estropié par l'explosion. Mentalement, elle avait maintenant des difficultés. Elle retrouvait son intelligence, sa sûreté de jugement et sa fantaisie pendant de courtes périodes, mais le reste du temps, elle restait en marge de la réalité, confinée dans un somnambulisme, tantôt maussade, tantôt bavard. Elle évoquait souvent la figure de Yassar. Elle partait souvent à sa recherche, au fin fond de Poulailler 4, dans le secteur de Poulailler 4 qu'on appelait le Fouillis, dans les ruelles, où il est vrai qu'on pouvait rencontrer des morts, mais où elle ne le rencontrait pas et où elle s'égarait, piétinant les débris pendant des jours, des semaines. Elle prétendait ensuite lui avoir parlé, lui avoir confié ses peines, lui avoir arraché la promesse qu'il allait bientôt revenir. Elle voyait tout à travers un voile trompeur de mémoire dans un brouillard et elle confondait Yassar avec Mevlido, donnant à Mevlido des détails sur les petits bonheurs qu'ils avaient récemment partagés, Yassar et elle, marmonnant que Yassar lui avait offert un cadeau, ou qu'ils avaient couché ensemble, ou qu'il lui avait préparé une omelette aux champignons, ou un curry de poulet, ou qu'ils avaient regardé debout tous deux devant la maison le vol des chauves-souris au crépuscule. Mevlido s'assit. Il s'appuyait sur la table, le bras posé à côté du petit sac qui contenait ses affaires de policier, sa vie lassante et inutile de policier. Ils restèrent une minute sans rien dire. « On va tous sombrer fous, reprit Maliya. « Oui, dit Mevlido, c'est vers ça qu'on va, c'est normal. » « C'est vers ça qu'on va, répéta Maliya avec une intonation neutre. On n'y peut rien, vers ça et vers la mort. Tout le monde y va. Tout le monde, dit Maliya. Bah oui, dit Mevlido. Vers ça et vers la mort, dit Maliya. Elle balançait légèrement le torse d'avant en arrière. Elle avait déboutonné le haut de son corsage, elle ruisselait de sueur. Soudain, son visage fut déformé par un rictus anxieux. « Et toi, pareil, dit-elle, tu es en train de sombrer fou, toi aussi. »« Ne t'inquiète pas, dit Mevlido, on est tous les deux, toi et moi, on est ensemble. On restera ensemble jusqu'à la fin. On va s'en sortir. C'est à cause de moi que tu sombres fou, dit Maliya. Mais non, dit Mevlido. Je suis contagieuse, insista Maliya. Je sais bien que je suis contagieuse. Mais non, assura Mevlido. Mais si, dit Maliya, tu sombres fou, Yassar. Je peux t'appeler Yassar, toi ? Comme tu veux, dit Mevlido. Je peux t'appeler Yassar, hein ? Mais oui, dit Mevlido. Tu naufrages, Yassar. C'est à cause de moi. Elle passait la main dans ses cheveux. Sous la lumière venue de la rue, les mèches paraissaient teintes. Ses doigts aussi avaient des transparences rouges. On est tous les deux, reprit-elle après un silence. C'est pour ça, parce qu'on est tous les deux ensemble, justement. C'est pour ça qu'on s'en sortira pas. Mevlido tendait la main pour lui caresser la joue et elle lui échappa et déjà elle reculait vers l'humidité ombreuse de la chambre comme si elle désirait y disparaître,
c'était un endroit obscur où d'ordinaire elle s'installait seule ou avec Mevlido pour dormir ou pour attendre le sommeil ou pour copuler, une pièce dépourvue de fenêtres et étouffante. Elle avait fermé les yeux. Elle venait de les fermer, d'abord sans doute parce qu'elle préférait ne plus voir le lit métallique avec son matelas parsemé de taches, et aussi parce qu'elle souhaitait oublier le tremblement désagréable des toiles d'araignée qui recouvraient le mur et se ramifiaient jusqu'au montant du lit, mais surtout parce qu'elle voulait mieux se concentrer sur la phrase qu'elle formulait à l'intérieur de sa tête, mieux se concentrer là-dessus. C'était une prière, et cette prière, elle l'adressait à l'homme qu'elle aimait et qui n'était pas Mevlido, car même si souvent elle communiquait avec Mevlido en l'appelant Yassar, en lui donnant Yassar pour nom d'amour, elle savait en profondeur qu'il n'était pas Yassar Bayarlag, elle savait qu'il était seulement Mevlido, un compagnon de désastre, mais pas l'homme essentiel qu'elle avait connu au temps où elle n'était pas folle, au temps où les autocars n'explosaient pas en dépeçant le corps de Yassar et en pulvérisant à la même seconde l'esprit de la femme de Yassar, c'est-à-dire son esprit à elle, Maliya Bayarlag, son esprit à elle, Maliya Bayarlag. La prière murmurait et hurlait dans sa tête, elle se déroulait dans un ailleurs de sa mémoire, derrière et devant sa mémoire, et dans le silence palpitant de son corps, elle errait là-dedans avec des mots enfouis et avec des images enfouies. Touche-moi, Yassar, traverse-moi, Yassar, empare-toi de ma chair avec tes bras, avec ta tête, traverse-moi, secoue-moi, empare-toi de mes viscères, de mes organes jusqu'au dernier. Prends mon cœur entre tes doigts et traverse-le. Touche-moi avec tes vertèbres, Yassar, avec l'intérieur de tes vertèbres. Chuchote à l'intérieur de mes os, à l'intérieur de mes os. Va de 0 à 1. Chuchote-moi, murmure-moi et traverse-moi pour que je vérifie la réalité de mon existence. Touche mon existence, Yassar. Gémis dans mes gémissements. Creuse dans l'existence de ma voix, sombre en moi, pour que je sache que l'ailleurs existe et que tu es revenu parmi nous, parmi ceux et celles qu'on dit vivants. Caresse l'intérieur de mon cœur et l'intérieur de mon existence. Remue mon visage contre ton visage, avec ton visage revenu de l'ailleurs des morts. Entre dans ma tête, avec ta tête, pour me construire. Touche mon squelette pour me construire et me reconstruire. Touche l'intérieur de mon squelette pour te reconstruire ensuite, comme si nous étions encore vivants l'un et l'autre. Compte nos deux existences en comptant de 0 à 1. Repose tes épaules sur mes épaules, habite mes pieds et mes mains et tous mes membres, un par un. Habite mon sang et ma bave, habite l'intime. Creuse en moi, dans l'existence de l'intime. Habite mon souffle, Yassar, habite l'existence de mon silence avec ton silence. Reviens, Yassar, viens, reviens en force. Quitte l'ailleurs des morts et apprends l'ailleurs des vivants, Yassar. Apprends l'ailleurs des vivants en t'emparant de moi. Fais comme si rien de toi n'avait été détruit. Fais comme si tu n'avais pas été réduit en fragments de rien. Installe-toi dans l'ailleurs, à l'intérieur de mon existence. Construis-nous ici, Yassar. Reconstruis-nous. Fais comme si rien de nous n'avait été détruit. Fais comme si nous n'avions pas disparu. Fais comme si nous n'avions pas été séparés ensemble. Séparés ensemble. Séparés ensemble. Séparés ensemble dans l'ailleurs. C'était une prière haletante. Par certains de ses motifs, elle ressemblait à une demande d'amour physique, et si l'homme qui était à moins d'1 mètre d'elle l'avait entendue,
Il aurait peut-être cru inévitable ou charitable de se fondre sexuellement au corps de Malia dans la chaleur et la sueur de la nuit. Mais il ne l'entendait pas, et peu importe, car ce cri silencieux, ce violent désir d'être possédé, elle ne l'associait pas à des images de coït. Pas du tout, même. Mevlido était debout à l'entrée de la chambre. Il n'avançait plus. Par expérience et par instinct, il savait qu'elle s'était éloignée de lui et que leur pacte d'affection mutuelle avait provisoirement volé en éclats. Il avait du mal à imaginer ce qui se produisait en elle. Il la sentait étrangère, il ne la comprenait plus, il ne faisait plus d'efforts pour la comprendre. Avec lassitude, il regarda ses yeux qui sursautaient derrière ses paupières comme pendant des phases de sommeil paradoxal, et ses lèvres entr'ouvertes, ses dents ternes, sa physionomie exténuée que la pénombre ravinait. Elle bredouillait faiblement des syllabes sans suite. Quelques secondes de vide s'égrenèrent. Soudain, ils s'étaient mis à cheminer chacun pour soi, à grande distance l'un de l'autre. Ils ne communiquaient plus. À son tour, Mevlido reculait vers ses propres labyrinthes. Il négligeait ce qui le reliait à Malia Bayarlag, sa vie actuelle avec elle, ce partage fataliste de la chute. Il avait commencé à penser à Verena Becker, sa femme assassinée 20 ans plus tôt par des enfants soldats pendant les combats racistes de zone 5 à Jaka Park Ouest. Assassinée 20 ans plus tôt par des enfants soldats. Verena Becker. L'image de Verena Becker était sur le point de se préciser dans sa mémoire. Les portes s'entr'ouvraient et menaçaient de s'ouvrir grandes. Les enfants soldats étaient là, presque sur le seuil, avec leurs colliers d'oreilles humaines et leurs perruques en vinyle multicolore. Lui aussi, Mevlido, se tenait sur le seuil. Plus qu'un pas à faire et il allait pouvoir s'aventurer dans la douleur du deuil, dans la douleur et les cendres. Il allait de nouveau entrer là-dedans et s'y abîmer dans les images insupportables. Puis quelque chose s'interposa, le bouscula violemment, un réflexe salutaire, et déjà il regardait ailleurs. C'était un souvenir tabou. Il ne fallait pas évoquer les bonheurs passés, la vie amoureuse qu'il avait vécue jusqu'au jour du martyre de Verena Becker. Il ne fallait pas se représenter de nouveau le martyre de Verena Becker. Il valait mieux revenir à Poulailler 4, à côté du lit, et essayer de retrouver le contact perdu avec Malia Bayarlag. La nuit ondulait comme dans un four. La nuit, elle ondulait comme dans un four. Des lumières entraient dans la pièce principale et rebondissaient dans la chambre, créant ici des espaces clairs, là des taches noires, d'un noir brillant. Malia Bayarlag ne prononçait toujours pas un mot. Elle avait fini par s'asseoir sur le lit. Derrière elle, sur le mur, les toiles frémirent. Depuis le mois de novembre, on subissait une invasion d'araignées. Certaines années, elles avaient de terribles ambitions territoriales et elles se multipliaient pour les satisfaire. On traversait justement une de ces années, les pires. Ils étaient tous deux mouillés de sueur. « Tu as chaud, dit Mevlido. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau ? » Chaud, murmura Malia. Tu as soif ? Dit encore Mevlido. C'est toi, Mevlido ? Demanda-t-elle sans ouvrir les yeux. Elle émergeait à la conscience. Vaguement, elle savait qu'elle avait connu une sorte de transe. Une empreinte de supplication subsistait sur sa langue, mais sa mémoire ne lui livrait rien d'autre. Elle ne se souvenait pas de paroles. Oui, c'est moi. Je pensais à Yassar. On était ensemble. J'ai cru que tu étais Yassar.
Non, tu vois, dit Mevlido, c'est bien moi. J'ai parlé là. Hein? J'ai dit des choses. Quand? Tout à l'heure, pendant que je fermais les yeux. Bon, tu as un peu marmonné. C'est vrai, j'ai pas parlé. Non, tu marmonnais. On ne comprenait pas ce que tu disais. On ne comprenait pas. Elle était essoufflée, ses jambes pendaient au bord du lit. Comme Mevlido, elle n'avait plus sur elle qu'un t-shirt. Dans l'immeuble, les voisins dormaient, rien ne filtrait à travers la cloison ou le plafond, mais par les ouvertures de la pièce principale arrivaient les bruits de la rue. Mutants ou non, mouettes, volailles et corbeaux se disputaient sans cesse et craillaient. Dans la maison d'en face, quelqu'un écoutait de la musique sur un phonographe à manivelle, un chant de désenvoûtement, coréen, monocorde, magique. La sueur coulait sur les joues de Mevlido. Il s'assit sur le lit. Malia haletait à côté de lui. Tu me mens pas, fit-elle. On comprenait pas? Non. Tant mieux si on comprenait pas, dit-elle. À cet instant précis débuta un défilé nocturne. Quelque part, au-delà du carrefour, une manifestation s'ébranlait. Les slogans étaient scandés à tue-tête par des vieilles bolcheviques retournées à l'état sauvage. Insanes. D'habitude, elles se retrouvaient par groupe de 2 ou 3, ou toutes seules. Cette fois-ci, elles étaient 2. Les consignes commencèrent à voler au-dessus de la ville, et, de même que celles qui les proféraient, elles étaient sauvages et insanes. N'assassine qu'à bon escient. Va au fouillis après ta mort. Ne va pas au fouillis après la mort. Assassine la mort en toi. 1000 ans après, souviens-toi, ne pardonne rien. N'oublie rien, n'assassine qu'à bon escient. Mevlido s'essuya le visage, s'essuya les mains sur la toile du matelas. « Je vais te chercher un verre d'eau, dit-il. Il se sentait à bout de force. Ce soir, comme tous les soirs, les retrouvailles avec Malia Bayarlag avaient comporté quelque chose d'exténuant. Il éprouvait pour elle une grande affection, il formait un couple, il ne songeait pas à l'abandonner et il avait bien l'intention de l'aider à parcourir ses quotidiennes angoisses, sa folie. Il avait une fois pour toutes pris la décision de la choyer et la protéger jusqu'à la mort, mais l'amour qui les liait était simplement animal et désespéré, comme entre 2 survivants d'une catastrophe. Il ne l'aimait pas comme il avait aimé Verena Becker. Les vieilles s'éloignaient. Leurs slogans étaient déformés par la distance grandissante. On réussissait de moins en moins à les traduire, on les recevait syllabe par syllabe sous la conscience, sans plus essayer d'en saisir la signification. Enfouis-toi. Mets ton dernier sang dans un sac. Rejoins le fouillis souterrain. Enfouis-toi. Bon, je vais te chercher un verre d'eau, répéta Mevlido. Il attendit plusieurs minutes avant de bouger, mais finalement il se releva et alla à la cuisine remplir une tasse d'eau. Il en but une gorgée, apporta le reste à Malia. Elle avala le liquide tiédasse avec avidité et reposa la tasse sur l'oreiller. Mevlido était revenu s'asseoir contre elle. Ils passèrent un moment à se taire ainsi, écrasant de temps en temps sous leurs mains une goutte de sueur qui leur irritait les ailes du nez ou la nuque.
Ils recevaient en eux les cris incongrus de la nuit. Ils ne s'allongeaient pas. Pour l'instant, ils avaient renoncé à la perspective du sommeil. Je me suis disputé avec Berbéroyan, finit par dire Mevlido. Tu sais, Berbéroyan. Malia approuva d'un hochement de tête. Je sais, le commissaire. Il m'accuse de perdre la boule, dit Mevlido. Ah, tu vois, raisonna Malia, tu sombres fou. Je ne suis pas la seule à m'en rendre compte. Il veut que j'aille voir la psychiatre de la police. Ben vas-y, puisqu'il te le dit Malia. C'est ton chef, non? Mevlido ébaucha un geste vers elle. Il aurait aimé pouvoir se blottir contre elle et attendre qu'elle le réconforte, mais il répugnait à exposer ainsi sa faiblesse à plus faible que lui, et son bras qu'il avait à peine soulevé retomba. Berbéroyan, c'est ton chef, non? Insista-t-elle. Oui, dit Mevlido. Alors c'est lui qui commande, murmura Malia. Vas-y. Je n'ai pas envie, objecta Mevlido. Je suis épuisé, c'est tout. Je suis épuisé mentalement et je fais des mauvais rêves. Ça ne regarde que moi. Qu'est-ce qu'il a à m'embêter avec sa psychologue? Sa psychiatre, corrigea Malia. La manifestation des insanes bruissait encore. Même en cas de décès, change d'itinéraire. Enferme ton visage dans un sac. Entre dans la terre pour 1000 ans. On ne discernait plus guère du langage, il fallait reconstituer et réinventer des phrases à partir de presque rien. Au-dessus de la rue, maintenant, de nouveau dominaient les échos du gramophone, la voix de la chanteuse d'en face. Malia respirait avec des sifflements. Un oiseau vint se poser sur le rebord de la fenêtre dans l'autre pièce. Un oiseau sur le rebord de la fenêtre. Il vint se poser. Il était gros. Il atterrit avec une lourdeur de pélican. Ses griffes crissaient contre le zinc, le ciment. Ses ailes envoyèrent dans l'appartement une brassée de puanteur aigre. Il ne tenait pas en place. Depuis le lit, ni Mevlido ni Malia ne le voyaient, mais ils l'entendaient se démener comme un caractériel. Il ébaucha un croassement. On perçut le floc d'une fiente qui s'étalait sur une dalle de linoléum, puis il s'envola. Sur le mur, à la tête du lit, un insecte englué vibrait dans une toile. Sans doute une mouche qui s'affolait avant l'horreur. La vie continuait. J'y suis déjà allé, en fait, reprit Mevlido. Déjà allé, en fait, répéta Malia. Au même moment, presque inaudible, un dernier mot d'ordre passa dans la rue et s'éteignit. Tu n'es plus rien, ne t'assieds pas parmi les bêtes. Malia se mit à balancer lentement le buste d'avant en arrière. C'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on est entouré de toiles d'araignée, qu'il est tard et que tout de même on a la vague certitude que la vie continue. Quelque part dans le sommier, un ressort grinçait. « Allez où ?» demanda-t-elle. « Chez la psychiatre, » continua Mevlido, « avant-hier, pour prendre contact. » Le ressort grinçait. La mouche emprisonnée se débattait en observant des poses pathétiques. La lumière de la rue rebondissait contre les murs.
Le chant coréen se prolongeait. C'était une mélopée d'après la défaite, d'après le décès, destinée à rendre leur fierté aux guerriers disparus ou à leurs complices encore en vie. La voix de la chanteuse était âpre, à peine mélodieuse. Quand le ressort faiblissait et qu'elle commençait à dégénérer grotesquement vers les graves, le type qui l'écoutait tournait la manivelle de son appareil pour lui redonner de l'énergie. C'était sans fin. Dans la chambre flottait une odeur d'oiseau. Malia Bayarlak se balançait en respirant fort. Elle transpirait à grosses gouttes. Tu es plus rien, mon Yassar, bredouilla-t-elle. T'assieds pas parmi les bêtes.